Donc on va commencer par vous, Catherine. Donc, vous êtes ingénieur forestier de l'ENITEF, vous êtes chercheur INRA ou l'ERFOB, et vous êtes responsable de l'équipe de R&D Mission Gestion de la végétation en forêt. Quant à Loïc, vous êtes ingénieur forestier FIF-NGREF, vous avez fait un stage à la Fossette, une bonne chose, sur la conduite des peuplements de pins maritimes, et puis vous avez été ensuite responsable de sylviculture à la CAFSA, et vous êtes directeur du développement d'Alliance Forêt-Bois. Voilà, et tous les deux, vous nous parlez des techniques de plantation innovantes. Vous avez, comme tout le monde, 20 minutes. Donc on va faire l'exposé à deux voix. Hein. Moi j'ai pris les diapos roses et puis Loïc a pris les diapos bleus. Donc on va vous parler d'innovation en plantation. Donc ce matin on a vu un certain nombre de bonnes raisons de planter. Et en fait en face de cette demande de plantation, il persiste un certain nombre de difficultés liées à la plantation. Et pour pouvoir répondre à ce besoin, à cette demande en plantation, il faut résoudre ces difficultés. Et donc là, on va voir quelles sont ces difficultés et quels sont les besoins en innovation qui y correspondent. Alors la première des difficultés qu'on a relevées, elle est d'assurer le succès de la plantation. Donc dans de nombreuses conditions, le succès de la plantation n'est pas assuré, notamment dès qu'on a des situations stationnelles bloquantes, stations trop sèches, trop humides, trop de végétation, ou alors quand on a des années difficiles, par exemple des années sèches, on a des taux de succès qui sont très bas. Et il y a donc eu un besoin d'avoir des méthodes qui permettent d'assurer le succès dans ces conditions difficiles, et notamment dans un contexte où on s'attend à avoir des plantations, des années de plus en plus sèches. Le deuxième point, ça concerne les coûts. D'une façon générale, le renouvellement est une étape qui est coûteuse dans la gestion forestière, avec des temps de retour sur investissement qui sont longs, et donc il est bien sûr primordial de réduire les coûts qui sont liés à cette étape. Le troisième point, c'est la pénibilité, alors non pas des opérateurs, ils ne sont pas pénibles, mais du travail réalisé par les opérateurs, on a oublié de mettre un mot. Donc le travail sylvicole dans les jeunes peuplements est connu pour être un travail qui est très dur physiquement, donc qui cause des accidents et des maladies du travail. Et donc il y a des grosses attentes pour que les méthodes qui sont proposées permettent de réduire la pénibilité du travail fait par les opérateurs. Et puis le dernier point important concerne les impacts environnementaux. La plantation est globalement une intervention qui est assez perturbatrice. Ça commence généralement par la perte du couvert arboré rapide. Ensuite, il y a des perturbations du sol, des perturbations de la végétation, si on fait un travail du sol. Il peut y avoir des intrants. Alors, il y a moins de pesticides, il y aura bientôt plus d'herbicides, mais il reste encore des engrais. Et il y a une demande de plus en plus importante pour que, globalement, les impacts environnementaux de la plantation soient réduits. Donc ces difficultés, elles ne sont pas nouvelles, mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas nouvelles qu'elles sont résolues. Et il y a donc des besoins d'innovation sur ces différents points qui permettent donc d'avoir des plantations qui soient à la fois efficaces, économiquement rentables et puis environnementalement acceptables. Et il faut donc avoir fait ces innovations pour pouvoir finalement répondre correctement à la demande qui est actuellement pour des plantations. Donc une plantation, en fait, c'est une succession d'étapes. Donc ça se passe après l'exploitation forestière. Et ces étapes, c'est la gestion des rémanents, la préparation du sol, la plantation proprement dite, et puis les entretiens ultérieurs. Et en fait, le point important, c'est que chaque étape va conditionner en grande partie le succès des étapes suivantes. Et que donc, si on veut innover sur une des étapes, il ne faut pas travailler cette étape de façon isolée, mais bien l'intégrer dans l'ensemble de l'itinéraire jusqu'à la fin de la période des entretiens. Donc c'est sur une période de 5 à 10 ans. Et donc l'innovation, elle se réfléchit, elle se conçoit sur l'ensemble de cette chaîne d'opération. Alors comment est-ce qu'on choisit un itinéraire technique? C'est en fonction des contraintes qui sont rencontrées. Alors il y a tout d'abord des contraintes qui sont liées au contexte forestier, donc c'est par rapport à la parcelle dans laquelle on travaille. Alors ce sont les conditions stationnelles, le sol, la végétation, le climat, et également des contraintes de gestion, donc on a noté ici la taille des parcelles, l'itinéraire sylvicole choisi. Et à côté de ces contraintes qui sont liées à la parcelle, il y a également des contraintes qui sont liées au contexte de la filière locale, à savoir les entreprises qui existent et le matériel dont elles disposent. Il faut savoir que toutes les méthodes et tous les matériels ne sont pas disponibles partout et que donc ça peut être une contrainte importante.
Et donc à la pluralité de ces contextes correspond bien sûr une pluralité d'outils, de méthodes et d'itinéraires qu'on va utiliser. Et un point qui est très très important, sur lequel on insiste, c'est qu'avant toute réalisation de plantation, il y a donc un diagnostic de ces contraintes qui est nécessaire pour pouvoir choisir les outils les plus adaptés et l'itinéraire le plus adapté au contexte dans lequel on se situe. Et que quand on propose des nouvelles méthodes, il faut bien sûr proposer des outils de diagnostic avant, associés, qui permettent de savoir dans quel contexte elles vont être les plus efficaces. Voilà. Dans la suite de l'exposé, donc on va vous présenter un certain nombre d'innovations récentes qui correspondent aux différents points et aux attentes qu'on avait présentées au début. Merci Catherine. Donc après le littéraire, maintenant on va montrer des photos, parce que bon, moi ça me suffit les images. Donc juste quelques images pour vous montrer là très rapidement par rapport au succès de plantation, un certain nombre d'outils plus ou moins récents qui ont été faits. Donc on a été assez large dans les gammes d'outils, puisque vous avez des outils sur des bases de tracteurs, sur des bases de pelles, de grosses pelles mécaniques ou de petites pelles mécaniques, donc qui permettent de travailler le sol, de gérer les rémanents ou la végétation. Donc ça, c'est tout un tas de choses qui sont faites un peu partout en France, pas exclusivement sur le massif landais, mais dans d'autres régions, puisque l'innovation se fait à plein d'endroits, hein, c'est ce que disait Catherine. Elle est faite dans le sein de constructeurs, mais malheureusement ceux-ci sont souvent de petite taille et très localisés. Il y a pas mal aussi d'innovation qui se fait chez les entrepreneurs. D'ailleurs, vous avez les deux photos en haut, celle de droite et celle de gauche. Et même celle d'ailleurs en bas à gauche, c'est des entrepreneurs eux-mêmes qui ont, à force de travailler dans leur garage, qui ont bricolé des outils pour améliorer, assurer le succès de leurs travaux et de gagner notamment, vous allez voir après, réduire les coûts notamment. Et puis après, il y a des entreprises aussi qui peuvent être amenées à innover, c'est le cas d'Alliance Forêt-Bois, mais et d'autres aussi, où on recherche avec des partenaires pour essayer de travailler un certain nombre d'innovations en matériel. Donc, je vais revenir sur le massif landais, parce que je pense que ce graphique-là, alors il ne ressort pas forcément très bien au niveau des couleurs, je m'en excuse, mais c'est pour vous montrer l'innovation. Et là, on est exclusivement dans la phase d'innovation en matériel, en machinisme, qu'on a fait depuis les années 1975. C'est aussi loin qu'on a pu remonter dans nos mémoires. Il fallait 22 heures par hectare pour reboiser, pour faire les travaux mécaniques pour planter un hectare. Aujourd'hui, entre 2010 et 2015, on est à 3h30. Donc vous voyez le gap qu'on a fait. Et ce gap-là, c'est exclusivement de l'innovation sur les matériels. Vous avez d'ailleurs, vous voyez l'évolution sur les tracteurs, sur les machines, entre les charrues que vous pouvez voir. Alors c'est une des étapes, hein, parce que là c'est sur toutes les étapes donc de la gestion de la végétation jusqu'à la plantation. J'intègre pas les entretiens. Donc vous voyez toutes les étapes qui permettent, donc sur la partie mécanisation, sachant qu'après il y a la plantation qui intervient. Et tout ça a fait en sorte véritablement qu'on a pu contenir le coût du reboisement en Aquitaine depuis maintenant quasiment un peu plus de 40 ans. Et ça c'est quelque chose qui est... il y a 40 ans, on se trouvait pas forcément très compétitif, très bon par rapport à nos amis scandinaves. D'ailleurs, dans les années 90, il y a eu pas mal de recherches qui avaient été faites avec le FCBA. On avait fait venir du matériel de Scandinavie pour essayer de voir. Et puis finalement, nous, on a amené nos propres innovations avec beaucoup de constructeurs locaux qui ont été très dynamiques, beaucoup d'entreprises locales aussi. Et ce qui fait que maintenant, moi je peux le dire, on n'a pas à rougir de nos confrères scandinaves. On est plutôt une forêt extrêmement compétitive au niveau du massif landais. Et maintenant, on commence à disperser, je dirais, un peu la bonne parole sur d'autres massifs, puisque on se rend compte que maintenant, il y a de plus en plus de massifs qui, face à ces problématiques de plantation, face à ces problématiques de coûts, travaillent pour innover et essayer de trouver du matériel, pour essayer justement de travailler ça pour diminuer les coûts qui sont un investissement quand même, somme toute, relativement important et parfois discriminant pour les propriétaires. Donc, une des pistes, forcément, hein, qui est simple, entre guillemets, on pourrait dire, pour baisser le coût, c'est avant tout d'utiliser des matériels polyvalents. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des matériels très très spécifiques, parce qu'on peut avoir des fois sur certaines opérations, des opérations très saisonnalisées, c'est-à-dire en gros je vais travailler 2 mois de l'année, et puis le reste du temps je vais avoir du matériel, ce qui se pratique hein, d'ailleurs dans le monde agricole, où j'ai du matériel qui reste dans le hangar. Donc l'idée c'est d'avoir des matériels plutôt polyvalents, qui me permet de, soit vous avez des pelles, des mini-pelles ou des tracteurs, sur lesquels effectivement je peux changer d'outil en fonction des besoins, en fonction des opérations que j'ai à mener. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose sur lesquels on construit une gamme d'outils, c'est-à-dire vraiment sur ces portes, on me plaît vraiment des porte-outils.
Et ce qui permet justement de faire en sorte que mon porte-outil va tourner toute l'année. Par contre, l'outil que je vais lui mettre, il pourra être à différentes étapes ou à différentes périodes de l'année selon les. Ça, c'est une des premières voies sur lesquelles, effectivement, c'est important. Et on a travaillé sur les coûts de fonctionnement. Par rapport à pas la pénibilité donc, de nos amis opérateurs, mais bien entendu à la réduction de la pénibilité au travail, une des premières qui a. Alors, en fait, on saucissonne, mais il est clair que dès qu'on travaille un axe, il a forcément des impacts dans la plupart des 4 axes qu'on vous a présentés. L'objectif étant forcément d'assurer le succès, ça c'est l'objectif final, l'aspect agronomique. Mais il est clair que dès que je vais travailler sur les aspects de réduction des coûts, j'ai aussi généralement des impacts sur l'ergonomie au travail et souvent aussi sur l'environnement. Donc vous verrez que effectivement les exemples, on aurait pu les mettre à d'autres endroits. Une des premières actions qui avait été menée, alors je m'excuse, je redonne encore un exemple massif landais, mais c'est là où il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites, ça a été d'amener de l'autonomie et de la mobilité à nos outils. Alors ça paraît quelque chose de relativement simple, mais avant, vous avez la photo de gauche, et quand on transportait des rouleaux débroussailleurs, pour un outil très historique, je dirais, sur le massif landais, qui permet de réduire la végétation, on les mettait, on les chargeait sur une remorque, on attelait la remorque au tracteur, on se déplaçait sur le chantier d'après, on déchargeait les outils, on les attelait au tracteur, on faisait le travail et ainsi de suite. Et là, on perdait un temps monstrueux. En plus, pour le chauffeur, il fallait qu'il descende, il attelle, c'était assez... il y avait des risques en plus, donc c'était quelque chose. Et un jour, on a eu, et on a pu, parce qu'il y a aussi les innovations technologiques qui l'ont permise, on a mis des roues. Alors ça paraît tout bête comme innovation, mais là c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire que le chauffeur de sa cabine, il pilote les routes sont débroussailleurs, il les baisse, il les monte et il est complètement autonome. Il a fini son chantier, il baisse ses roues, il part, il n'a plus à s'occuper de sa remorque pour charger ses outils, etc. Et là effectivement ça lui a amené un gain en termes d'ergonomie au travail, mais en même temps bien entendu aussi une diminution des coûts, puisque toute la partie de logistique, je dirais, de gestion des appareils, là elle est réduite à quasiment néant, puisque dès qu'il a terminé, il peut directement se rendre sur le chantier d'après. Un autre exemple, c'est un exemple relativement récent, c'est une machine qu'on a, la Landaise Bordeaux Industrie, donc un constructeur local a fabriqué donc, pour le groupe Alliance. Alors là, je vous montre la photo, mais vous ne voyez pas forcément quelle est l'automatisation. En fait, on a travaillé pour automatiser un certain nombre de fonctions, c'est-à-dire des choses toutes bêtes, c'est-à-dire que quand le chauffeur il arrive en bout de ligne, quand il tourne, automatiquement, il appuie sur un bouton, ça coupe les pendeurs d'engrais, ça baisse les roues, qui lui permet de mieux tourner, et ça lève légèrement les disques. Il a un autre bouton qui lui permet de partir, de se mettre en mode route, et pareil, ça éteint l'engrais, ça baisse les roues, ça bloque les roues, ça les verrouille, parce qu'il y a une position de transport par rapport aux sécurités, et ça, il n'a pas manipulé 50 manettes, il appuie sur un bouton, et c'est des séquences d'automatisation qui sont faites, et qui permettent justement d'amener une certaine ergonomie. Et en plus de ça, on a amené du graissage centralisé, qui sont des choses qui se pratiquent énormément, qu'on voit beaucoup dans le TP, maintenant de plus en plus dans l'agricole, mais en forêt qui commence à se développer. Et là aussi, le chauffeur, il a un point de graisse à mettre une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, ça lui évite de graisser tous les 2 jours les 30 ou 40 points qu'on peut avoir sur ce type de machine. Donc là aussi, c'est tout un tas de choses qui favorisent le travail des opérateurs, et ils en sont plutôt extrêmement contents. Après, un exemple aussi flagrant de pénibilité, c'est la plantation. Effectivement, quand on est passé dans le massif landais, parce que ça malheureusement, les tubes, c'est nos amis scandinaves qui nous les ont amenés, mais de la pioche, qui est encore une des modes de plantation importants, on est passé aussi au tube à planter, et là, depuis quelques temps, on est en train de travailler pour essayer de mécaniser tout ça, puisque on se dit, le monde agricole, eux, ils font de la plantation mécanisée depuis des années. On fait un petit peu, on a eu plus ou moins des succès où il y a quelques machines qui font de la plantation mécanisée, mais ça reste quand même assez marginal sur le nombre d'hectares qui sont reboisés. Et donc voilà, donc il y a un certain nombre et que maintenant les nouvelles technologies aussi, GPS, le fait qu'il y ait tout un tas de capteurs qui sont maintenant de plus en plus fiables, de plus en plus autonomes et solides, nous permettent d'imaginer des outils beaucoup plus compliqués, et donc d'imaginer de la mécanisation de la plantation. C'est des choses qui sont en cours de finalisation. On travaille avec l'ASAT et IRSTEA là-dessus, sur une planteuse. C'est des choses qui devraient arriver l'année prochaine.
Le dernier aspect, et ça Catherine l'a très bien dit, c'est effectivement contrôler les impacts environnementaux. On l'illustre à travers deux exemples. Le premier exemple, c'est réduire les impacts en réduisant le nombre d'interventions que je vais faire sur ma parcelle. Une des réponses, c'est la combinaison d'outils. Alors effectivement, vous allez me dire, ouais, ok, mais c'est aussi réduction des coûts, bien entendu. Je suis bien d'accord. Donc là, vous avez l'exemple d'une charrue que l'on a utilisée, qui combine en fait une charrue Trisoc standard avec un épandeur d'engrais et un outil de tassement. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de faire 3 passages de tracteur, en un seul passage, j'ai fait mon travail du sol, ma reprise de labour et je peux partir. Et ça, c'est des choses qui réduisent, qui nous permettent de gagner de la compétitivité en termes de réduction des coûts, mais également en termes d'impact environnemental, c'est non négligeable puisque je ne fais qu'un seul passage de tracteur au lieu de 3. Et ça, c'est sans tenir compte des émissions de CO2, bien entendu. Je vous donne un autre exemple, c'est l'exemple là sur une plantation de peupliers, où là, je combine encore plus, puisque là je vais intégrer en plus de ça la partie jalonnement, la partie travail du sol, la partie plantation. Donc la machine elle fait tout en un, et c'est-à-dire que là j'arrive sur la parcelle, j'ai un terrain nu, et voilà. Après, l'autre solution, c'est de diminuer la surface travaillée. Donc, en termes d'innovation, on a encore beaucoup de sujets. Donc, vous voyez, il y a une liste non exhaustive sur le travail du sol, sur la plantation en elle-même, sur la maîtrise de la végétation. On a parlé d'arrêt des phytocides. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Résistance aux problèmes biotiques. Ça, c'est des choses sur lesquelles, effectivement, il y a encore pas mal de sujets à faire. Je passe la suite. Pour finir, on va finir sur des questions de processus. 2 minutes. Sur les questions de processus d'innovation. Donc l'innovation, on l'a décrit de façon classique comme d'abord une phase d'invention, puis ensuite une phase d'appropriation de l'invention par les acteurs. Et donc c'est une façon assez classique de présenter l'innovation. Et sur le sujet qui nous intéresse, l'innovation, elle se fait soit de façon isolée par un opérateur qui conçoit un outil pour son propre usage, ou alors il se fait de façon collective avec différents opérateurs qui se réunissent autour d'un projet commun. Et dans le premier cas, c'est plutôt des ETF, et dans l'autre cas, c'est plutôt des groupements de partenaires, type bureaux d'études, constructeurs et des opérateurs un peu plus grands. Et ce qu'on voulait noter ici, le point important, c'est le dynamisme très important des opérateurs qui concernent les inventions. On décrit souvent le secteur forestier comme un secteur low-tech et peu innovant, et en fait, ce n'est pas le cas. Les opérateurs qu'on a sur le terrain, ils sont finalement très très innovants, ils proposent beaucoup de solutions, beaucoup d'inventions. Concernant la diffusion, elle est plutôt assurée par des organismes de RDI et qui qui mobilisent pour ça différents outils, une large palette d'outils. Je voulais finir sur une étude qu'on a faite qui concerne les freins et les leviers à l'innovation sur ce thème-là. Et ce qu'on a noté comme frein particulier, c'était la faiblesse des réseaux sociotechniques locaux, avec premièrement un partage très limité des connaissances entre les acteurs, c'est-à-dire qu'ils ne partagent pas l'information technique, mais ils connaissent aussi mal, ils se connaissent mal entre eux, ils connaissent mal leurs enjeux, leurs contraintes des autres acteurs, et également un partage limité du risque économique. L'innovation, c'est une prise de risque, et en fait cette prise de risque, elle est faite par certains opérateurs, et dans un contexte actuel qui est jugé assez incertain, c'est un frein très fort à l'innovation, et que la question du partage du risque entre opérateurs permettrait de travailler à ce frein. Un autre point, c'est que l'innovation, elle est très localisée. Si elle est portée uniquement par des opérateurs, elle se diffuse dans le cercle de travail de cet opérateur en question. Et puis le dernier point, c'est que cette innovation, elle est portée effectivement par des entreprises qui sont dites petites, fragiles, locales, et que donc qui sont économiquement assez fragiles. Et si on fait porter l'innovation par ces entreprises, c'est un frein qui est assez important. Et donc finir pour les leviers qu'on en déduit pour soutenir l'innovation. Le premier, c'est le partage des connaissances, c'est-à-dire que les différents acteurs échangent les connaissances entre eux, et ça passe par l'élaboration d'une stratégie de dissémination multi-acteurs. On fait en sorte que les connaissances, elles diffusent entre tous les acteurs, et que les acteurs aient des moyens de se rencontrer pour échanger sur leurs attentes et leurs contraintes. Et puis, avec le deuxième point, c'est le partage du risque économique. Donc, comme on l'a dit, l'innovation est très fortement soutenue par les opérateurs. Et donc, on voit 2 niveaux pour soutenir ce partage du risque économique. C'est premièrement soutenir et accompagner les inventeurs. Quand on a un ETF qui fait une invention, c'est déjà arriver à les repérer. Et une fois qu'on les a repérés, les aider à les valoriser.
Et puis ensuite, le deuxième point, c'est d'aboutir à des systèmes de contractualisation entre acteurs qui permettent justement de partager le risque. S'il y a une innovation qui paraît intéressante, eh bien, il faut la repérer collectivement, investir collectivement dedans et pas laisser porter le risque uniquement à celui qui l'a fait. Et donc pour finir, pour faire de l'innovation, il est important de construire des réseaux sociotechniques qui réunissent tous les acteurs et pour ça, et à partir de là, construire une vision et des objectifs communs. Ouais, j'essaie d'aller un peu vite sur la fin, mais bon.